Et oui, messieurs et dames, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Faisons le point. Ici, nous faisons le point sur l'actualité congolaise, mais également l'actualité africaine. Nous parlons de tout ce qui touche à la société congolaise, mais aussi à la société africaine. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter l'édition de ce jour. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle fois. Alors, comme d'habitude, je vous demande, je vous prie de vous abonner massivement à notre chaîne et de partager, de faire appel également à d'autres personnes pour venir s'abonner et suivre nos vidéos où nous parlons à toute sincérité, à toute partialité des événements ou des actualités qui frappent la vie de Congolais en général. Donc, concernant l'actualité au sujet, il n'y a pas assez d'actualité aujourd'hui. Il y a l'actualité sur le procès des éléments d'escorte de la première dame qui ont tabassé le brigadier Fiston Kabeya qui a connu la mort par après. Le procès est en cours et le tribunal a renvoyé l'audience pour ce 23 avril. Il y a également le président de la République qui a réuni en urgence une réunion stratégique pour lutter contre les inondations dans la ville-province de Kinshasa. Donc voilà le tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. On se retrouve tout juste après cette petite vidéo de jingle. Alors, messieurs et dames, comme vous avez remarqué depuis un certain temps, depuis certains jours, il y a une dichotomie qui s'est instaurée au sein de la classe politique congolaise où il y a un débat sur le fédéralisme et l'unitarisme. Donc, il y a un certain opposant, le porte-parole de l'Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatu, qui a proposé à ce qu'on change de système de gouvernance, on passe d'un État unitariste à un État fédéraliste. Donc, on va instaurer le fédéralisme comme système de gouvernance en République démocratique du Congo. Donc, une proposition qui a été vivement critiquée, même par ses pairs de l'opposition. On voit l'opposant versatile également, Denis Sesanga, qui a fustigé cette proposition, qui a vraiment fustigé cette proposition qui émane du porte-parole de l'Ensemble pour la République, M. Olivier Kamitatu. Donc, Monsieur Denis Sesanga a considéré cela inopportun et maladroit de faire une telle proposition pendant que le pays traverse une période de crise chronique, sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, cette proposition a suscité pas mal de réactions, mais également de la part du gouvernement où le ministre de la communication et médias, son excellence Patrick Mouyaya, a également dit que c'était inopportun de faire une telle proposition à présent, vu que le pays est envahi dans la partie est par le rebelle du 1-23 AFC soutenu par le Rwanda. Donc, nous sommes venus pour essayer d'en parler, essayer d'expliquer à la population congolaise c'est quoi un État fédéral, c'est quoi le fédéralisme. On va essayer de comprendre cette notion et faire le point après pour savoir pourquoi doit-on changer de système de gouvernance ou non. Pourquoi ce sujet, cette proposition fait chasser aujourd'hui, fait parler de partout. Tout le monde veut en parler, tout le monde veut donner son avis. Mais pour bien parler, pour bien analyser, nous devons d'abord commencer par comprendre c'est quoi le fédéralisme. C'est quoi le fédéralisme? C'est quoi le risque d'instaurer un tel système dans un pays un peu fragilisé dans la partie est du pays, dans un pays où il y a plusieurs milices locales qui règnent dans certaines de nos provinces. Pourquoi instaurer ce système et pourquoi faire cette proposition maintenant là? Sachant que avant de faire cette proposition, Olivier Kamitatu a d'abord essentié le retour de Joseph Kabila. Il a essentié le retour de Joseph Kabila. Il a dit que non, le président devrait revenir. Il veut revenir, même si dans la partie est du pays, il doit revenir pour essayer de bouter d'ailleurs le président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il s'est allié au président Félix Tshisekedi, ce qui a vraiment choqué la population congolaise de voir aujourd'hui un monsieur qui réfléchit comme Olivier Kamitatu perdre tous les sens, le bon sens de la vie pour essayer de s'allier et soutenir la cause de monsieur Joseph Kabila. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a fustigé, c'est là. Tout le monde a fustigé, c'est là. On a même vu, nos confrères du Top Congo, monsieur Christian Lusakono, était étonné, il était estomaqué de voir qu'aujourd'hui, un homme assez respectueux comme Olivier Kamitatu peut soutenir la rébellion que Joseph Kabila
essaye de faire. Donc, cela a vraiment attristé la population congolaise, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est encore venu avec une proposition qui pourrait fragiliser le bon fonctionnement du pays, instaurer le système fédéral maintenant là, un système fédéral maintenant là en République démocratique du Congo, pendant que le pays est envahi à l'est, ça serait prendre des risques énormes pour la balkanisation du pays. Donc ce système, pour moi, je pense que c'est une forme de balkanisation un peu déguisée, c'est une balkanisation masquée. Donc, M. Olivier Kamitatu, pour jouer franc jeu et dire que non, nous voulons la balkanisation du pays en créant la République du Katanga, il s'est caché, il est venu avec un système fédéral, même si c'est là, cache derrière cette proposition, cache un système de balkanisation, cache l'envie de diviser ces pays. Mais je vous dis, M. Olivier Kamitatu, que votre projet, votre proposition, il voit l'échec, parce que la République démocratique du Congo, le Congo est indivisible. Donc, comme la Constitution le dit dans son article premier, que le pays reste sur ses frontières depuis 1960. Donc, il n'y aura aucune partie de ce pays qui partira entre les mains des étrangers. Donc, comme vous le savez, messieurs et dames, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une classe politique aussi faible, aussi médiocre. Je peux dire que aujourd'hui, la classe politique congolaise est la plus médiocre de toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une versatilité qui s'est imposée au sein de la classe politique congolaise, que souvent je me demande si le marteau et le clou qui a servi à crucifier Jésus n'ont-ils pas été achetés dans une quincaillerie ici à Kinshasa? Dites-nous, peut-être c'est ça la cause de cette souffrance, c'est ça la cause de tout ce qui se passe dans ces pays. Peut-être que le marteau et le clou qui a servi à crucifier Jésus a été acheté dans une quincaillerie ici, ici à Wenze de Bayaka, ici au marché de Konlufungo là. Parce que c'est inimaginable. Comment on peut expliquer cette versatilité des opposants congolais? Cette versatilité des opposants congolais. Hier, M. Olivier Kamitatu était pour l'unitarisme au sein de ces pays à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, subitement, il a changé de camp. Il a changé de camp. On ne sait pas si l'ordre a émané du président Moïse Katumbi, un exilé politique volontaire. C'est pour la première fois, on doit rappeler cela, que dans ces pays, on a un exilé politique volontaire. Donc, il s'est fait exilé politique de son propre gré. Donc, M. Katumbi, il s'est fait de lui-même exilé politique. Donc, M. Olivier Kamitatu est venu avec une proposition ineptie pour venir rencontrer ça, parler de ça devant la toile, sans remords, sans regret, sans honte également. Donc, je vais vous laisser suivre cette vidéo, une partie de vidéo de Olivier Kamitatu quand il parlait de l'unitarisme au sein de la République démocratique du Congo. Suivez cette vidéo, ça date de 2002, et puis on revient juste après pour relancer encore la discussion et entrer en profondeur parler beaucoup plus encore et entrer en profondeur dans ce sujet qui nous chicane, qui nous tarabisse. On va essayer d'élever les ondes d'ombre et de mettre le point sur les i pour voir quel système de gouvernance est approprié, quel système de gouvernance peut aider la République démocratique du Congo à aller vers l'émergence. Donc, suivez cet extrait et nous nous retrouvons tout juste après. Si par exemple le RCD compte sur sa position, est-ce que il n'y a pas de risque de vivre une certaine balkanisation du pays et peut-être une sécession de leur côté? Il n'y a aucun Congolais dans les 50 ou 60 millions de nos compatriotes, il n'y en a pas un seul qui souhaite la partition du pays. À Sun City, il n'y avait pas dans les 370 délégués un seul qui souhaitait la partition. Je dis à Azarias Rouberois et à mes frères du RCD, vous pouvez avoir 30% du territoire, vous pouvez avoir 50% du territoire, vous pouvez même avoir 80% du territoire national. Mais si les 100% des Congolais qui vivent dans vos 80% de territoire, parce que vous êtes fiers de dire j'ai 50%, je vais maintenant les marchander contre le pouvoir à Kinshasa, si tous les habitants qui vivent chez vous souhaitent quitter chez vous pour venir chez nous respirer l'air de la liberté, alors vos 50%, vos 100% de territoire ne valent rien du tout. Ce que nous voulons, c'est un combat véritablement pour la dignité des Congolais.
Les Congolais retrouveront leur dignité et de façon complète dès lors que toutes les forces étrangères auront quitté notre pays. Donc, messieurs et dames, là, vous venez de suivre l'extrait de monsieur Olivier Kamitatou, l'opposant versatile, l'opposant inconstant aussi, qui l'autre fois prônait l'unitarisme, prônait l'unité des institutions du pays, mais également l'unité au sein de la population. Et aujourd'hui, il va subitement changer de camp, changer d'avis. Il a subitement changé d'avis pour prôner maintenant de valeurs qui vont à la contre de valeurs congolaises, et il veut maintenant instaurer un système fédéral, chose qui n'est pas avantagée pour la République démocratique du Congo. Donc, vous devez savoir que le fédéralisme, c'est un système de gouvernance où il y a plusieurs États au sein d'un État. C'est un peu comme les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut savoir que au début, quand on parle de système de gouvernance, il n'y a pas que le fédéralisme. Il y a plusieurs autres systèmes de gouvernance. Il y a l'État unitaire. Il y a l'État unitaire où le pouvoir est centralisé dans un seul gouvernement national. Donc, les régions ou les collectivités locales peuvent exister, mais elles n'ont que le pouvoir que le gouvernement central leur a délégué. C'est l'exemple de la France, du Sénégal, mais également de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, en Lingala, que dans un État unitaire, ils ont le Kola Mboka RDC. Donc, il y a un gouvernement central qui a un pouvoir très fort, mais il y a aussi de collectivités, il y a des provinces. Nous, ici, on a 26 provinces, on a Kinshasa et 25 autres provinces. Donc, ces provinces-là dépendent du gouvernement provincial, mais dépendent aussi du gouvernement central, parce que c'est le gouvernement central qui dirige tout. Et dans ce gouvernement central, il y a presque toute le tribu, il y a des ressortissants de toute le tribu dans ce gouvernement central qui impose directement Bamibé qu'on a gouvernement provincial. Donc c'est comme ça, c'est ça un État unitaire. Il y a un seul gouvernement et de provinces qui sont dirigées par ce qu'on appelle de gouverneurs. Il y a ce qu'on appelle aussi, parmi les systèmes de gouvernance, il y a la confédération. Donc c'est une union d'États, c'est une union d'États souverains qui s'associent pour certaines fonctions. Par exemple, des États souverains, tout comme la RDC, Angola, la Zambie, peuvent s'unir, par exemple, pour des raisons de guerre, pour des raisons de défense, pour des raisons de diplomatie. Donc, pour des raisons de diplomatie. Mais il faut signifier que, tout en gardant leur indépendance, chacun de ces États garde son indépendance totale. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a la guerre à l'est du pays. Le président de la République décide de créer un État de la confédération avec l'Angola, la Zambie. Toko Sangana, Toko ma État, il y a confédération. Mais chaque pays a qu'à garder autonomie naïe, chaque pays a qu'à garder souveraineté naïe, indépendance naïe. To Sangani peut-être non pour bouter l'ennemi d'ailleurs, pour mettre fin à la guerre à l'est du pays, mais chaque État garde sa souveraineté. Donc, se réunir juste pour un but précis. Dans l'exemple historique, il y a la Confédération germanique ou la Confédération des États-Unis d'Amérique pendant la guerre de sécession. Donc, Bokoki Kosangana, juste pour une occasion particulière. Par exemple, Tosangani pour cause de défense, pour prêter main forte dans la République démocratique du Congo, la guerre, tu as décidé de créer confédération. De créer confédération entre Angola, RDC et Zambie. Ça, c'est le deuxième type de système de gouvernance. Mais il y a également la monarchie. Quand on parle de la monarchie, on voit la monarchie absolue où il y a le roi qui décide de tout. Donc, c'est l'exemple de l'Arabie Saoudite. Kuna Rwanda, le Baranyoso, aux endroits Kolobate, la constitution ne pèse pas. Il n'y a que le roi qui décide de tout. Il y a aussi la monarchie constitutionnelle où le roi règne mais ne gouverne pas. Donc, le pouvoir appartient à un parlement élu. C'est l'exemple de l'Espagne ou également de la Grande-Bretagne. Donc, roi Azali Naye, Azo régné, Azo régné en lingala, je ne sais pas comment on dit ça, Azo régné, mais Azo Kambate. Azo Kambate, pouvoir Izana Maboko, il y a parlement. Donc, parlement, né Azo Kamba, Azo imposé, loi et autres. Il y a le cinquième système qu'on va en parler ici, c'est la République. C'est comme Awana Congo, on a un système unitariste républicain. Donc la République, ici, le chef de l'État est élu au suffrage universel, via les élections. Donc, ce n'est pas un monarque héréditaire. Ils ont été que non, ils ont été le quoi, royaume, où ils ont que n'est pas un roi, sera Koufi, moi n'a pas comme un roi, après moi on a non. Ici, il n'y a pas ce système monarque héréditaire. Donc le président de la République est élu au suffrage universel via les élections présidentielles. Et puis quand on parle de la République, il y a plusieurs systèmes républicains. On a la République présidentielle, la République semi-présidentielle,
système où ils ont RDC, un système républicain, république semi-présidentielle. Il y a aussi la république parlementaire. Et pour finir, on va parler de ce système qui aujourd'hui va faire le sujet de l'émission de ce jour. Donc, c'est le fédéralisme. Donc, il faut savoir que dans le fédéralisme, le pouvoir est partagé entre un gouvernement central ou fédéral et des entités politiques régionales comme des États ou de provinces. Donc, si on doit prendre exemple, il y a les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne ou encore le Canada. Bandeko Komboyebi na États-Unis d'Amérique, ils ont un État ébélé. Il y a un président, c'est vrai, il y a Donald Trump, mais ils ont un État, une entité, ils ont dirigé par un chef. Donc, tu as par exemple un État, l'État de Californie, l'État de Chicago, Miami et autres. Donc, c'est un peu ça ce qu'il faut savoir du fédéralisme. Puis, il faut retenir que dans ce système, chaque niveau de gouvernement a des compétences spécifiques qui lui sont attribuées et ils peuvent fonctionner. Ils peuvent fonctionner de manière autonome dans certains domaines tout en collaborant sur d'autres. Donc, Isaac, État Moussoussou et qu'on travaille, yango moko, na ba domaine Moussoussou. Par exemple, ceux qui ont instauré fédéralisme à RDC, État est belé comme autonome et comme indépendant dans moko. Par exemple, province ya Katanga, Olivier Kamutato a limité instauré fédéralisme pour que fragiliser l'État et comme autonome. Donc, et qu'on décide qu'on travaille dans le secteur qu'on travaille moko. Par exemple, sur le plan minier, on travaille moko sans collaborer dans le pouvoir central. Donc, gestion il y a minerais surtout il y a Grand Katanga et vous allez sous géré par le gouvernement central et vous allez géré par le gouvernement provincial et vous allez avoir sur place vu que jouir d'une certaine autonomie il y a un moment où vous allez en pouvoir il y a que décider sur ce qu'il faut faire avec leurs ressources. Donc c'est un système qui a pour but de fragiliser un pays comme la République démocratique du Congo. Déjà, on a un pays faible qui souffre d'une absence de l'État. Il y a cette absence de l'État dans plusieurs provinces, même ici à Kinshasa, dans des quartiers très chauds de la capitale congolaise, il y a l'absence de l'État. Où le bandit, le Koulouna font la loi. Pourquoi? Parce que l'État n'existe pas, il n'y a même pas de sous-siatia, ni de siatia, ni de commissariat. Donc, on ne peut pas essayer, on ne peut même pas s'hasarder d'instaurer ce système parce que cette proposition, elle est farfelue. Elle cache quelque chose derrière et on va y arriver. On va essayer de dénicher ce qui se cache derrière cette proposition de ces opposants que le président de la République qualifie de sorciers, de ces opposants que le président de la République qualifie de pantins, de marionnettes. Donc, bazan na marionnette, c'est juste que le président vu que son président ne sait pas s'exprimer, son président ne sait pas se tenir, ne sait pas parler, ne sait pas exprimer ses idées, c'est comme si opposant est belé, extraire bango maïle, extraire bango maïle comme une opposition. Ça m'étonne de voir comment ils réfléchissent jusqu'à ce que même son compagnon, c'est lui qui était avec eux autrefois, qui les a soutenus, Delis Sanga s'est retourné contre eux. Il a sévèrement recadré M. Olivier Kamitatou. Suivez l'extrait de cette vidéo de M. Delis Sanga qui a retrouvé la raison pour dire que non, cette proposition n'a pas lieu d'être. Elle est tellement maladroite que on ne peut pas s'hasarder d'instaurer un État, un système fédéral en République démocratique du Congo. Alors, messieurs et dames, suivons ensemble cette vidéo de M. Delis Sanga et revenons tout juste après pour continuer cette vidéo. A été mise en place avec l'article 220 en disant quoi? Pourquoi je dis que l'article 20 est la Constitution? Nous avons des grandes questions qui nous divisent dans ce pays et qui ne permettent pas d'avoir cette stabilité dans ce Congo qui est créé depuis 1885. C'est quoi? Vous avez d'abord la première question, c'est entre les unitaristes et les fédéralistes. En 1964, parce que je vais nuancer ce qu'a dit le professeur Ngonankoy, en 1964, il était dit que le Congo va devenir fédéral au bout de 3 législatures. À partir de la 3e législature, le Congo deviendra fédéral. Mobutu a fait son coup d'État, on a arrêté le principe, on a fait un État unitaire qui a appauvri le Congo. Vous savez comment ça s'est terminé. Et donc, on a trouvé un moyen terme en disant on fait un État qui prend les avantages de l'unitarisme parce que quand même nous sommes encore fragiles, mais donne quand même une concession à ceux qui veulent le fédéralisme. Et d'ailleurs, j'ai entendu un des membres de l'Union sacrée, un des partis qui a dit
peut-être la seule chose intelligente à cette étape, c'est de dire que, bon, ils veulent maintenant, ouais, on veut changer la constitution, on passe au fédéralisme. Dans un pays que vous ne maîtrisez pas dans son intégrité territoriale, aujourd'hui, les revendications fédéralistes risquent de faire éclater ce pays et nous mettons en garde ceux qui aujourd'hui veulent ces changements-là, que ne contrôlant pas l'intégrité du territoire, ils vont faire le jeu de la balkanisation du pays, finalement que cet héritage que nous avons reçu, ce Congo de 2 347 409 km², puisse disparaître et éclater entre plusieurs États, parce que plus personne ne reconnaîtra ni les institutions, ni les animateurs. Ça, c'est la première chose. Donc, messieurs et dames, là, vous venez de suivre l'intervention de monsieur Delis Esanga, qui a fustigé cette proposition émanant d'Olivier Kamita. Il n'y a pas que Delis Esanga à côté de l'opposition. Il y a plusieurs têtes de l'opposition qui ont trouvé que cette proposition est prosaïque. Il y a également le Tchakou national, comment on l'appelle, c'est son surnom. Ce nom ne vient pas de moi. Il y a Presse Pengue qui a également aussi dit que c'est une forme de balkanisation modérée que M. Olivier Kamita est en train de proposer. Donc, messieurs et dames, soyez très responsables, soyez très aimants envers votre pays. Ne vous laissez pas manipuler par ces opposants. Ne vous laissez pas manipuler par ces opposants qui ne font qu'à leur tête, qui ne veulent que chercher leur profit. Qui ne veulent que chercher leur profit. Ils veulent à ce que qu'il y ait un État fédéral pour que permettre aux opposants na bango ce que moi j'appelle l'exilé volontaire politique, volontaire Moïse Katumbi, pour que Azonga na Lubumbashi. Mais monsieur Moïse Katumbi, vous êtes libre de rentrer dans votre pays. Vous êtes libre de rentrer dans votre pays. Ce régime n'est pas comme le régime précédent. Ce régime, c'est un régime qui prône la démocratie. Donc personne ne vous a demandé de quitter le pays ou ne vous a chassé. Vous êtes libre de revenir dans votre pays quand vous voulez, où vous voulez. Donc, ne vous sentez pas culpabilisés. Donc, messieurs et dames, comme je l'ai dit tout haut précédemment, la République démocratique du Congo est un État unitaire, mais avec de tendances vers la décentralisation. Donc, on a instauré la décentralisation au sein de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un pays qui a un système semi-présidentiel. Quand on parle d'un système semi-présidentiel, on attend quoi? On attend qu'il y ait un président élu, un président de la République qui est le garant de la nation, élu au suffrage universel, qui joue un rôle important dans les affaires de l'État. Donc, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais il y a aussi un Premier ministre. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur de vous dire que grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons pour la toute première fois une femme comme première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. Donc, on a pour la première fois une femme comme chef du gouvernement. Donc, il y a un premier ministre chef du gouvernement nommé par l'ordonnance présidentielle parmi la majorité parlementaire. Donc, on devez savoir que le bilan du gouvernement ou le bilan de l'exécutif du pouvoir exécutif est partagé. En ex-aequo entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, évitez de vous laisser manipuler, chère population, de dire que quand rien ne marche, c'est toujours la faute du président de la République. Mais non, nous sommes dans un système semi-présidentiel. C'est ce que les opposants ne vont jamais vous dire. Que la responsabilité est partagée 50-50 entre l'institution président de la République et l'institution gouvernement. Donc, le pouvoir exécutif congolais est donc partagé entre le président et le gouvernement. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, la République démocratique du Congo est un État décentralisé. Officiellement, la République démocratique du Congo est un État unitaire, donc avec le pouvoir central très fort, très puissant, très imposant. Donc, il faut cependant, de surcroît, il faut souligner que la constitution congolaise de 2006, telle que modifiée en 2011, introduit la décentralisation en créant 26 provinces avec des gouverneurs, des assemblées provinciaux et certaines compétences locales. Donc, même si la RDC n'est pas un État fédéral, elle a déjà introduit une forme de décentralisation administrative et politique. Donc, on n'a pas besoin d'instaurer un système fédéral pour espérer le développement de ces pays. On a déjà décentralisé l'administration publique. On n'a plus besoin d'instaurer un mot. Donc, aujourd'hui, décentralisation, ils ont déjà dans la province. Ils ont 26 provinces. 26 provinces, ils ont joué une sorte d'autonomie, ils ont permettre que se prendre en charge
lelo ce qu'il faut tout le bela ba ressources naturelles donc tokoki koloba que ba province ebele ya République démocratique du Congo ekoki ko jouir messieurs et dames na makasi na bango moko na nguya na bango moko bakoki ko s'organiser sans que to instaurer le système fédéral. Donc, vous comprendre que le système wana isa système moko ya lokuta isa magui moko Olivier Kamitato aligné a instauré pour créer une version. Imaginez un peu si cette proposition émanait du président de la République. Balinga va réagir si c'était le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait fait cette proposition, qui avait eu cette idée de changer les systèmes de gouvernance, de passer d'un système républicain, d'un système unitariste à un système fédéral. Réaction à opposition, il y a la ligne. Donc il faut savoir que opposants, il y a les lots, bazan à pouvoir t. L'opposition est morte en République démocratique du Congo. Vous savez, amertume que je dis c'est là. Il n'y a pas de vrais opposants. Il n'y a pas de vrais opposants. Commençons par ceux qui ont rejoint le gouvernement, qui sont des hypocrites, qui font du djalelo. Aujourd'hui, baza ba djalelo, ba opposants bazati. Opposant Bazate, Tiba qui est un renfort de taille, même Joseph Kabila qui est venu, qui a fait sa rentrée politique. Mais Bazaka Kate, Bazoko Kate, pourquoi? Parce que cette opposition est tellement faible, tellement impuissante. Bazo réfléchir, l'opposition est dirigée par la haine. L'opposition est dirigée par la haine envers une personne, envers la personne du Félix Tshisekedi. Donc, Baza va opposant, il y a système, Baza va opposant au gouvernement, mais Baza va opposant, il y a la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce qui fait que l'opposition est avancée, parce que c'est un problème personnel qu'ils ont envers le président de la République et non cette envie-là d'organiser et de travailler pour l'émergence de ces pays qui est le nôtre, la République démocratique du Congo. Donc, messieurs et dames, le troisième risque, c'est un risque de fédéralisme ethnique. Donc, dans un pays aussi divers, dont la diversité est notre richesse et une bénédiction pour la République démocratique du Congo, dans un pays aussi divers que la République démocratique du Congo, où les identités ethniques sont parfois instrumentalisées politiquement, instaurer le fédéralisme va favoriser un repli identitaire. Donc, si chaque province devient fortement dominée par un seul groupe ethnique ou culturel, cela pourrait raviver les tensions entre communautés, surtout dans les zones frontalières ou mixtes, comme le Congo central, comme le Bandundu, les Grands Bandundu, comme dans l'est du pays. Donc, on a un grand risque avec ce système de créer, il y aura un grand risque, de créer une guerre civile. De créer une guerre civile. Imaginez, dans le grand Bandundu, vous imposez ce système fédéral et il n'y a qu'une seule communauté qui dirige. Il n'y a qu'une seule communauté qui dirige. On sait que dans les grands Bandundu, il y a plusieurs tribus. On a le Bayaka, on a le Bayanzi, on a plusieurs tribus dans les grands Bandundu. Vous instaurez ce système fédéral et il n'y a que le Bayaka qui dirige. Ça, c'est pour créer une guerre communautaire, comme ça a été le cas avec l'Algérie. L'Algérie a instauré ce système fédéral ethnique et il y a une guerre qui a donné naissance à des conséquences terribles, à des violences extrêmes. En Éthiopie, pas en Algérie, en Éthiopie. L'Éthiopie a instauré le fédéralisme ethnique et cela a engendré des conséquences très extrêmes avec des guerres civiles de violences entre Éthiopiens. Donc, le quatrième risque, on va plus tarder, déjà là on court vers la fin, le quatrième risque, c'est de ressources stratégiques hors de contrôle. Donc, le gouvernement central ne sera plus en mesure de contrôler les ressources stratégiques. Donc, la République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Il y a le coton, l'or, le colbert, le cuivre, le zinc, dont une bonne partie se trouve dans des régions stables. On a le Nord Kivu et le Sud Kivu. Donc, instaurer un système fédéral risquerait de faire échapper le contrôle de toutes ces ressources au gouvernement central avec des conséquences économiques et géopolitiques très importantes. Donc, l'État ne sera plus en mesure de contrôler la gestion de ressources naturelles du pays, ne sera plus en mesure de gérer les entrées, mais également les sorties de ces ressources. Comment on peut essayer d'imaginer
une telle situation au sein de notre pays. Donc, le tout dernier risque est qu'il faut savoir que présentement, le pays a des institutions qui sont très faibles et qui ne sont pas préparées pour un tel changement, pour basculer directement du système républicain unitariste au système fédéraliste. Le pays déjà n'est pas préparé et puis les institutions du pays sont fragilisées en ce moment. Ça, il faut se le dire, que les institutions du pays sont fragilisées avec tout ce qui frappe le pays, la situation sécuritaire, la crise économique, la vie sociale de Congolais, les inondations partout, par-ci, par-là, dans la ville de Kinshasa, les institutions du pays sont très faibles. Avec une justice que le président a considérée autrefois d'une justice malade. Donc on ne peut pas s'hasarder d'instaurer ce système. Donc il faut savoir que le fédéralisme nécessite des institutions solides à tous les niveaux du pays. À tout le niveau du pays, quand on veut instaurer un système fédéral, les institutions du pays doivent être très solides. Donc, or, ce n'est pas le cas en RDC. Les structures provinciales en République démocratique du Congo sont encore très fragiles. Il y a des provinces qui ne peuvent dépendre d'eux-mêmes. Il y a des provinces qui ne peuvent être autonomes. Donc, souvent, il y a des provinces qui sont très fragiles, souvent corrompues et sont en manque de moyens humains et financiers. Donc, il n'y a pas assez de la main-d'œuvre. Il y a l'exode rural. Tout le monde veut quitter les provinces pour venir à Kinshasa. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des inondations, il y a des constitutions anarchiques partout dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exode rural. Tout le monde veut venir à Kinshasa comme si c'est à Kinshasa que l'on gagne la vie. C'est ça. C'est le manque d'emploi. L'État doit créer vraiment beaucoup d'emplois dans les provinces pour mettre fin à ces phénomènes d'exode rural. Donc, implémenter le fédéralisme sans un renforcement préalable de la gouvernance locale pourrait donc aggraver cette situation. Donc on va empirer la situation sociale, économique, politique actuelle si on essaye d'instaurer ces systèmes que M. Olivier Kamitatou essaye de nous proposer. Un système qui cache, une proposition qui cache derrière cette envie-là de faire du mal, de causer du tort dans ces pays, de causer du tort au régime Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les opposants travaillent pour l'échec de Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils oublient que l'échec du Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'échec du pays. Ils sont en train de combattre Tshisekedi tout en combattant le pays. Et puis, ils vont revenir pendant les élections, vous donner les 2000 francs, les polos, voter pour nous. Non! Combattre Tshisekedi, c'est combattre le pays. Tout celui qui combat Tshisekedi, il combat directement, pas indirectement, mais directement le pays. Parce que Tshisekedi dirige ce pays. Si vous voulez combattre Tshisekedi, combattez sa famille. Pourquoi? Il faut combattre le pays. Ils sont là en train de manigancer. Ils sont là en train de créer ou d'organiser des conciliabules pour faire du tort au président Félix Tshisekedi. Il y a des conciliabules par-ci par-là pour voir comment faire tomber le régime Tshisekedi. Monsieur opposant, cher opposant, c'est le pays qui vous fait souffrir. C'est pas Tshisekedi qui souffre, c'est le pays qui souffre. Ce sont les partisans de vos partis politiques qui souffrent, vos combattants, les gens qui vous ont voté qui souffrent. Quand vous faites souffrir ce pays, quand vous vous retournez, vous choisissez de rallier la cause de ceux qui ont pris les armes contre le pays, c'est contre le Congolais que vous vous êtes tourné. Et c'est quelque chose que nous ne voulons pas dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, messieurs et dames, alors que le fédéralisme est proposé aujourd'hui comme une solution pour améliorer la gouvernance de la République démocratique du Congo, chose qui n'est pas le cas, aujourd'hui, instaurer le fédéralisme en République démocratique du Congo présente des risques énormes, des risques très graves, surtout dans un contexte d'instabilité sécuritaire chronique. Donc, ensemble, nous allons essayer de numérer certains risques que ce système instauré, le système fédéralisme, et comme Melabiso. Donc, Tokotanga, quelques risques. Donc, ma répercussion et ma B, oyo, système de gouvernance fédéraliste, oyo, comme Melabiso, pour que Toyeba,
dans quoi on s'engage, ni n'écouter la biso après, parce que on va proposer Tiki Bino Bongo. Il fallait, quand M. Olivier Kamitatou en est comme ça la proposition, il fallait au moins expliquer Bino, c'est quoi un système fédéral, c'est quoi le fédéralisme, c'est quoi un gouvernement fédéral, c'est quoi avoir un État fédéral. Il fallait au moins expliquer à la population, mais à expliquer à Tikika, à lobby, ineptie, à raconter bobard, et puis à Keïnaï à Vandi, juste pour créer du buzz, du sale buzz, ce qu'on appelle le bad buzz, pour que les gens parlent de lui. Parce que parti na bango le bamassou souté, surtout tourner bango le dos, on voit le journaliste Peter Tiani à s'engager pour la nation. Mais nous, tout le monde a compris que ce pays a besoin du président Félix Tshisekedi. On n'a que ce président Félix Tshisekedi. Monsieur le président, c'est un message que je vous lance. Toute la population congolaise est derrière vous. S'il faut payer s'il faut payer le prix de votre sang, faites-le, monsieur le président. L'histoire s'en chargera de parler de vous. Aujourd'hui, ce pays a besoin de vous. Ce pays a besoin d'un homme patriote que vous êtes, monsieur le président. Donc, ne reculez pas, monsieur le président. Nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. La population congolaise est derrière vous. Tout Congolais est derrière vous. Comme nous avons voté pour vous lors des élections de 2023, nous avions tous fait le bon choix. On a choisi la meilleure équipe. On a choisi de consolider les acquis. Donc, nous sommes là avec vous, monsieur le président. S'il faut payer par les sons, nous le ferons. S'il faut payer par les sons, nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour cette nation. Parce que nous, on n'a que cette nation. On n'a pas une autre nation, on n'a pas un autre pays. On n'a que ces nations, messieurs et dames. Donc, parmi ces risques, il y a un grave risque de fragmentation nationale accrue. Donc, la République démocratique du Congo est confrontée à de conflits armés très récurrents, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. On voit le Nord Kivu et le Sud Kivu, où de nombreux groupes armés locaux et étrangers opèrent. Donc, instaurer un système fédéral aujourd'hui va renforcer les tendances séparatistes dans ces régions où l'État est déjà très faible. Imaginez, aujourd'hui, la ville de Goma est entre les mains de rebelles. La ville de Goma, la ville de Bukavu aussi, les deux villes sont entre les mains de rebelles. Et puis, vous venez instaurer le système fédéral. C'est pour définitivement perdre cette partie du pays. C'est une manière de dire que non, tu as éliminé partie est du pays. Hein? C'est séparer le pays, c'est diviser le pays en deux. Et c'est le comment parce que le pays est nous sommes envahis par l'ennemi à l'est du pays. Nous sommes envahis par cette rébellion que moi je me dis que c'est une rébellion la plus débile, excusez-moi, c'est une rébellion la plus idiote que la République démocratique du Congo n'ait jamais connue. Quelle rébellion prosaïque, ça n'a pas lieu d'être. La rébellion de Nang aujourd'hui est la plus basse rébellion parce qu'il n'y a pas de motivation. Quand on regarde cette rébellion de Corneille Nangaa, il n'y a pas une motivation réelle. Il dit que non, on a décidé de se rébeller contre le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il doit démissionner. Il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il est incompétent. Mais il ne sait pas que la Constitution a bien dit que le président a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ce que le président a fait. Il n'a pas encore atteint ces 5 ans. Comment vous voulez le destituer pendant que ce président a été élu sous votre mandat quand vous étiez encore président de la CENI? Et puis vous avez proclamé ce président comme président élu de la République. Et vous revenez pour nous dire que non, il n'était pas président élu, il y avait des accords, ceci, cela. C'est la rébellion la plus débile. La rébellion la plus débile de tous les temps de la République démocratique du Congo. La rébellion la plus débile. Vous nous cachez la vérité. Pour des carrés miniers aujourd'hui, vous voulez vous tuer les Congolais pour de fins personnelles. On sait tout cela. On connaît comment vous fonctionnez. Mais cette guerre aura bientôt fin. Cette douleur, c'est ce qu'on appelle la douleur d'enfantement. Toutes les mamans le connaissent. Toutes les mamans connaissent ces douleurs, savent comment ça fait mal quand on essaye de donner vie, quand on essaye de procréer. Hein? Quand on est dans la salle d'accouchement, on essaye de donner naissance à un enfant. Ça fait très mal. Mais après ça, il y a le soulagement. Quand on attend les cris de pleurs de cet enfant, il y a le soulagement. Il y a le soulagement, il y a l'apaisement. C'est ça, chers Congolais. C'est ça, chers compatriotes qui sont dans l'est du pays. Nous sommes là avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Supportez cette douleur, ça va passer. Il y a un nez éternel avec le président Tshisekedi. Comme il nous a promis qu'il y aura une riposte sévère et décisive. Nous attendions cette riposte, monsieur le président de la République. Nous attendions cette riposte parce que les États faibles négocient, les États forts
déclare la guerre. Nous voulons déclarer la guerre au Rwanda directement, Monsieur le Président. On doit instaurer le Rwanda comme le 46e territoire de la République démocratique du Congo. Et je suis partant pour gouverner ce territoire. Je suis partant pour être l'administrateur de ce territoire. C'est quoi le Rwanda? Un petit pays comme le Rwanda. Ce n'est rien le Rwanda. Ce n'est rien avec la volonté, avec cette armée. Nous pouvions envahir ce Rwanda. Dans moins d'un mois, dans moins d'une semaine, on peut envahir ce Rwanda et intégrer la carte du Rwanda dans la carte de la République démocratique du Congo. Intégrer le Rwanda comme le 46e territoire de la République démocratique du Congo. C'est ce qui doit être notre motivation. On s'est fait marcher dessus par le Rwanda depuis des années, depuis une dizaine d'années. Le Rwanda nous malmène. Mais là, avec le régime actuel, nous voulions qu'il y ait une fête définitive. Une paix définitive et très durable, même une paix éternelle dans la partie est du pays. Et cette paix, nous pourrions la voir que si nous faisions la guerre au Rwanda, si nous intégrons le Rwanda comme le 46e territoire du pays. Et je le répète encore, je réitère encore mon souhait de diriger le Rwanda. Quand nous allons envahir le Rwanda et faire du Rwanda le 46e pays, le 46e territoire de notre pays, je me porte garant pour diriger ce territoire, pour diriger ce peuple rwandais. Parce que c'est un peuple faible, c'est un peuple kakoshim. Ils ont peur de ces pays. C'est juste qu'on a beaucoup de traîtres. On est infiltrés. Et avec le gouvernement en place, avec ce système, avec cette diplomatie agissante du président de la République, nous allons y mettre un terme à cette guerre, à cette agression rwandaise, à cette barbarie que le Rwanda nous instaure. Donc, annoncerons ce système fédéral, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut même pas essayer d'envisager. Pourquoi? Parce que des provinces congolaises pourraient chercher à prendre le contrôle de ressources locales sans redevabilité envers le pouvoir central, menaçant ainsi l'unité nationale. Donc, imaginez, on instaure un système fédéral et le Katanga dit que ngaba minéré n'anga ba no contrôler ngonga moko. Le contrôle minier le gouvernement central écolo balanga et l'autre côté. C'est pour déstabiliser les pays, c'est pour créer une dichotomie au sein de notre pays, au sein de notre pays. Donc, parmi les exemples, il faut savoir que avec les mouvements comme le 1v3, l'FC et certaines milices locales, donc ces mouvements pourraient profiter d'un affaiblissement du pouvoir central pour étendre leur contrôle sur les zones riches en ressources. Mobondo, tout, milice, surtout, il y a Est du pays, 1-23 FC, ils vont profiter de cette situation pour essayer d'étendre leur autorité dans des zones très riches en ressources. Donc, ça, l'exploitation de minerais. C'est ce que vous voulez, M. Olivier Kamitatou? Mais non, c'est pas ça. Donc, parmi les risques, le deuxième risque, c'est on va créer une autonomie mal encadrée qui va profiter aux groupes armés. C'est ce que M. Olivier Kamitatou veut. En instaurant le système fédéral, on va créer cette autonomie mal encadrée parce que l'État ne sera pas en mesure de contrôler la partie envahie par l'ennemi. Vous créez l'État fédéral, oui, l'État serait incapable de contrôler ce pays, de diriger cette partie du pays. C'est ce qu'Olivier Kamitatou veut, avec tout ce qui se raconte sur la venue de l'ancien président Joseph Kabila dans la partie est du pays, dans la partie orientale du pays. Lingito instauré l'État fédéral pour favoriser des marches na bango. Kotisa Kabila en partie est pour que attaquer Lubumbashi et tout consort. C'est ce que a fait, c'est la révélation que l'un de nos confrères a fait. On va en parler à la fin de cette vidéo. Donc, dans certaines régions où l'État est presque absent, comme dans la partie est du pays, donner plus d'autonomie va revenir à légaliser ou à légitimer des autorités locales informelles, parfois liées à des groupes armés. Imaginez, vous avez un gouverneur au rebelle, vous créez l'État fédéral. Vous avez sous Makassi, sous Ebele, il y a se retourner contre Bino directement. Donc, cela créerait une gouvernance parallèle. Cela créerait une gouvernance parallèle où la loi ne dépendrait plus de la Constitution, mais des rapports de force locaux. Donc,
c'est inimaginable, c'est ineffable cette proposition. On ne peut pas expliquer cette proposition, ça n'a pas lieu d'être, messieurs et dames. Ça n'a pas lieu d'être. Moi, je pense que les gens qui soutiennent cette proposition sont certainement ignorants. Ils ne savent pas l'intention gardée, l'intention derrière cette motivation, messieurs et dames. L'intention derrière cette motivation. Donc, des groupes armés pourront ainsi utiliser l'autonomie professionnelle pour asseoir leur pouvoir politique, économique et militaire. Donc, RBOP, sa autonomie dans la province, nous sommes un groupe wana ekoluka et s'imposer des forces. Ekoluka et vanner sa gouvernance na bango. Wana eko créer ce problème. Eko créer problème, eko créer tribalisme au sein de ce pays. Ce pays est un et indivisible. Personne ne peut diviser ce pays de Lumumba, ce pays de Patrice Emery Lumumba, de Simon Kimbangu Kiangani, ce pays de Joseph Kasavubu, ce pays de Etienne Tshisekedi Wamulumba, ce pays de Jean-Pierre Bemba, ce pays de Guy Luando. Ce pays est indivisible. Personne ne peut diviser ce pays. Et voilà, messieurs et dames, nous entamons la deuxième partie de cette émission, la deuxième partie de notre magazine où nous allons parler d'un possible retour de Joseph Kabila. C'est vrai, c'est un sujet qui fait parler. Joseph Kabila a annoncé son retour au pays, son délai. Mais comment il va faire pour rentrer? Quelle procédure va entamer Joseph Kabila pour rentrer, vu que lui aussi s'était fait exiler politique volontaire? Donc, maintenant, il a annoncé son souhait de revenir au pays. Mais quels scénarios sont possibles pour un retour de Joseph Kabila sur la scène politique congolaise? Selon moi, et selon également certains experts, il y a des scénarios possibles. On a premièrement un retour via la province de Lubumbashi. Soit il a négocié avec le président Félix Tshisekedi et ils ont trouvé un accord. Et le président va faire un retour calmement via Lubumbashi sans beaucoup de bruit, sans beaucoup de caméras, très calmement, un retour très camouflé via Lubumbashi si ils ont bien sûr trouvé une attente avec le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier, la première proposition, la première opinion que je pense, ça pourrait être qu'ils ont conclu un accord où ils ont trouvé une attente avec le président Félix Tshisekedi et dans ces cas, il va rentrer calmement via la province de Lubumbashi sans faire beaucoup de bruit. La deuxième suggestion ou la deuxième opinion, ma deuxième pensée, je pense que ça serait un retour en tant qu'adversaire de taille, vu son statut de sénateur à vie. Ça serait un retour aux affaires de l'État en tant qu'adversaire de taille pour le régime Félix Tshisekedi Tshilombo. Et là, ça serait toujours dans la partie orientale du pays. Très souvent, je pense beaucoup plus côté Lubumbashi. Pourquoi? Parce que en étant responsable après 1000 réflexions, même si nos sources nous confirment que Joseph Kabila était à Goma. Après cette annonce, Joseph Kabila était à Goma. Incognito, il était à Goma et puis il a décidé de quitter la ville de Goma pour Harare. Donc, après 1000 réflexions, il a décidé que rentrer au pays via la ville de Goma qui est occupée par les rebelles, par Nanga, qui est un ancien de son parti politique, serait confirmé ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit, que c'est Kabila qui est le patron de l'M23 FC. Donc, avec tous ses conseillers, je ne pense pas qu'il va faire cela pour confirmer les dires du président Félix Tshisekedi, mais également le dire de notre vice-premier ministre, ministre de Transport, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a dit que le président de la République est derrière la guerre ou la situation sécuritaire critique à l'est du pays. Donc, pour éviter de confirmer cela, je ne pense pas que le président, l'ancien président, pardon, le sénateur à vie Joseph Kabila, va faire son retour via la ville de Goma. Mais cependant, il faut savoir que ce retour ne va pas rester comme ça, ne va pas passer inaperçu. Il y aurait de risques, vraiment de très forts risques d'assumer que l'ancien président Joseph Kabila puisse assumer une confrontation politique et voire même armée avec le président Félix Tshisekedi. Ce retour est vraiment annoncé
si l'ancien président Joseph Kabila fait son retour au pays, il risque sérieusement d'avoir une confrontation politique et voire même une confrontation armée dans la partie orientale du pays. Pourquoi? Parce que le président est en train d'orchestrer son retour, est en train d'orchestrer comment attaquer la ville de Lubumbashi, si on doit se référer de révélations que notre confrère Eric Wemba a fait l'autre fois. Le journaliste, notre confrère Eric Wemba a fait une révélation comme quoi que le président, l'ancien président Joseph Kabila est en train d'orchestrer une attaque contre la ville de Goma. Donc il a dit, je cite, que l'ancien président Joseph Kabila et le général ou major, je ne sais plus, John Dumbi, sont présentement réunis le jeudi de la semaine passée à Harare, au Zimbabwe, pour planifier un plan d'attaque contre la République démocratique du Congo via la partie orientale. Donc je vous montre la partie orientale du pays, via la partie orientale, c'est-à-dire via la ville, précisément la ville de Lubumbashi. Donc après une réunion à Kampala, une réunion avortée parce que le président Museveni ayant refusé que son pays serve d'arrière base pour faire tomber la République démocratique du Congo ou le régime de Tshisekedi et la ville de Kisangani, Joseph Kabila et John Numbi se sont réunis à Harare où ils ont installé leur base actuellement à Harare au Zimbabwe. Donc les duos sanguinaires de Kabila et Numbi comptent se recruter de Bakata Katanga pour attaquer le Grand Katanga et imposer des négociations au président Félix Tshisekedi. Ça, ce sont les révélations de notre confrère Eric Wemba. Si seulement cela s'avère vrai et que l'ancien président Joseph Kabila avait attaqué la ville de Lubumbashi en collaboration avec les Bakata Katanga, on appelle à l'alerte maximum de autorités de la ville de Lubumbashi. Soyez en alerte. Déjà, voilà pourquoi le président avait même anticipé de tels risques. Il a envoyé le monsieur Dikapen gérer la partie orientale du pays. Monsieur Dikapen est déjà depuis sa nomination dans la ville de Lubumbashi, il sait quoi faire pour mettre fin à cela. Et vous les Bakata Katanga, je vous dis sincèrement, je vous lance un message de mobilisation. Vous n'avez que ce pays. Vous n'avez nulle part où aller. Choisissez le bon côté de l'histoire. Choisissez le bon côté de l'histoire. Ne choisissez pas monsieur Joseph Kabila. Il faut savoir que monsieur Joseph Kabila avait installé son QG dans la partie orientale du pays. Donc là, si on parle le même langage avec la régie, vous allez voir la cartographie de la partie orientale du pays en rouge. La partie orientale du pays où l'ancien président Joseph Kabila avait instauré son QG, avait instauré son quartier général de ce côté-là pour attaquer cette partie du pays et fragiliser le pouvoir provincial pour enfin ramener Félix-Antoine Tshisekedi sur une table de négociation. Parce qu'eux ne veulent pas de négociations organisées à Doha, de négociations organisées, je ne sais pas moi, par l'Union africaine. Ils veulent une négociation en tête à tête avec le président Félix Tshisekedi pour infiltrer encore l'armée, pour reprendre certaines fonctions au sein du gouvernement. C'est une chose que nous ne voulions pas, parce que nous sommes déjà dans un bon chemin, dans une bonne marche où nous essayons de relever les drapeaux de ces pays. Rappelez-vous, le président a dit que pays Mboka déjà Koufakala. C'est en connaissance de cause. Parce que le pays est détruit jusqu'à la moelle épinière. Donc, il faut un long chemin, un long parcours pour essayer de redresser encore ce pays. Donc, messieurs et dames, le retour de Joseph Kabila nous cache beaucoup de surprises. Il y aura plusieurs confrontations. Ce qu'on craint, c'est une confrontation armée. C'est une confrontation armée, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Parce que je n'ai jamais été pour la guerre, pour l'insécurité. Je n'ai jamais été pour ce genre de choses. Mais je tiens quand même à vous rappeler au cas où vous l'aurez oublié, en décembre 2017, le président Joseph Kabila a dit, je cite, je mourrai d'une balle à la tête. Et si M. Joseph Kabila veut revenir en tant que rebelle pour mourir en fait d'une balle à la tête? Et si c'est une voie vers l'accomplissement de cette promesse? Si c'est le déclin de Joseph Kabila, qui sait? Qui sait si l'histoire a déjà été écrite comme ça, qu'il devrait mourir sur une balle dans la tête et que le temps est arrivé qu'il lance une rébellion afin qu'il puisse avoir une balle dans la tête et rendre l'âme. On attend. Est-ce l'accomplissement de cette prophétie? On ne sait pas. Donc, il faut savoir que si et seulement si Joseph Kabila décide
de rallier la cause de Nanga, vu que c'est lui le président, il décide cette fois-ci de le dire tout haut et de faire savoir à tout le monde que c'est lui le président et il va rejoindre la rébellion. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, doit se saisir de l'affaire. Et décider d'ordonner la saisie et la vente de biens de Joseph Kabila. Si ces derniers rejoignent la rébellion, on doit décider de vendre, de mettre aux enchères, de saisir premièrement et de vendre tous les biens de Joseph Kabila. En conséquence, l'État congolais doit également prendre des dispositions concrètes contre sa famille biologique et politique. Il faudrait arrêter tous les membres du PPRD. Si aujourd'hui Joseph Kabila rejoint la rébellion, il est dit tout haut, il assume. Parce que là, c'est en cachette. Il dit qu'il est derrière, il soutient la rébellion, mais en cachette. Si aujourd'hui il assume comme un homme que celui qui est derrière cette rébellion, l'État congolais doit prendre des dispositions nécessaires pour lancer des arrestations contre sa famille biologique et sa famille politique, mais également saisir tous les biens du président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange. Donc, il faut également envisager une suppression du parti politique de Joseph Kabila, le PPRD. Il faut envisager, si Joseph Kabila prend les armes contre le pays, il faut envisager de supprimer le parti politique du PPRD, mais également l'arrestation de tous ces membres rebelles qui sont à Kinshasa. Arrêter tous les membres de ce parti politique présents ici à Kinshasa. Si leur président décide, bien évidemment, de faire une annonce, de dire qu'il rejoint la rébellion, c'est des décisions que l'État congolais doit prendre sans remords, sans pitié, sans complaisance. On doit supprimer, on doit procéder à la suppression de ces partis politiques, même de la plateforme ECC et ses alliés. Donc, comme vous pouvez le constater, messieurs et dames, nous courons vers la fin. Pour finir l'édition d'aujourd'hui, il faut savoir que désormais en République démocratique du Congo, le masque tombe désormais. Kabila est conscient que par la voie électorale, il ne peut même pas gagner le municipal. Il ne peut même pas gagner le municipal. Au regard du mal qu'il a fait subir à la population congolaise, Kabila, même s'il postule en tant que conseiller municipal, il ne va pas gagner. Qui va voter Joseph Kabila? Il a tellement fait du mal aux Congolais. Personne ne peut voter Kabila. Et il est conscient que par la voie électorale, il ne peut pas. L'unique façon pour lui de revenir sur la scène politique, c'est par les armes, c'est par la rébellion. C'est l'unique façon que Joseph Kabila peut revenir sur la scène politique, par les armes, par la rébellion ou par une attente. S'il arrive à trouver une attente avec le président de la République, qui serait, selon moi, une attente hypocrite. Hypocrite, parce que il y en avait avant cette attente-là entre l'FCC et le CACH, et ça n'a rien marché. Je ne vois pas pourquoi le président de la République va encore accepter de négocier avec Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila sait que par la voie normale, par la voie électorale, il ne peut plus revenir sur la scène politique. La seule solution, c'est de prendre les armes. Donc on peut bien dire aujourd'hui que le vice-premier ministre, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, avait raison. Il détenait, et jusqu'à aujourd'hui, il détient toujours des informations fiables et vraies sur Joseph Kabila et ses origines. Quand il parlait ici, tout le monde était contre lui, tout le monde le critiquait. Mais il avait raison. Voilà, aujourd'hui, tout se dessine, tout se confirme. Cependant, moi, il y a un truc qui me taraude. Il y a plusieurs questions qui me chicanent, qui me tarabustent, qui me turlupinent. Mais parmi toutes ces questions, il y a une seule qui me dérange vraiment énormément. C'est de savoir, messieurs et dames, comment peut-on quitter le pouvoir par les élections législatives, les élections présidentielles de 2018 et chercher à y revenir par une rébellion. Comment on peut quitter le pouvoir par une voie pacifique et se dire que aujourd'hui je suis le père de la démocratie. C'est la chanson qu'on nous a chantée ici. Tout le monde a chanté cette chanson. Le partisan du PPRD. Ils nous ont dit ici que non, le président c'est le père de la démocratie. C'est le père de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une alternance démocratique, une alternance au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, il veut y revenir par les armes, par la rébellion. Est-ce ça être le père de la démocratie? Est-ce ça la démocratie? J'ai dit non.
Il dit non, monsieur Joseph Kabila, vous avez encore assez de temps, réfléchissez, réfléchissez-y sur ce que vous voulez faire. Vous voulez le temps, on dit la nuit porte conseil, réfléchissez plusieurs fois. Je pense pas, vous risquerez de salir votre réputation en voulant revenir aux affaires via la rébellion. Cela donnerait raison à tous qui vous ont traité de Rwandais, à tous qui vous ont traité d'être étrangers. Cela donnerait raison à toutes ces personnes-là. Donc réfléchissez-y, monsieur le président. La rébellion n'est pas une voie à suivre. N'est pas une voie à suivre. Cela va salir votre réputation vu que cette rébellion est une rébellion idiote, excusez-moi. Donc n'intégrez pas cette rébellion, monsieur Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, il faut se le dire en face que monsieur Joseph Kabila a poignardé la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Le Congo était sur un très bon chemin de transfert de pouvoir par la voie pacifique. Et aujourd'hui, en rejoignant ceux qui ont choisi de prendre les armes contre la République, M. Joseph Kabila a poignardé cette culture. C'est affreux, c'est attristant, mais c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, M. Zedan, comme vous pouvez le constater, c'est déjà la fin de cette édition, c'est la fin de ce moment de partage. J'ai eu l'honneur de passer ce moment avec vous. Donc, c'est la fin. On va se retrouver pour la prochaine fois. Je vous invite, M. Zedam, à vous abonner massivement à notre chaîne RDC 360 pour avoir une vision complète sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.